Nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau une grande championne de voltige, en l'occurrence Mélanie Astre. Bonjour Mélanie. Bonjour Gilles, merci de m'avoir invité sur ce plateau Friedrichshafen. Voilà, c'est un plaisir. Du coup, l'occasion de t'avoir sur le plateau, c'est intéressant de savoir un petit peu quel est ton programme de l'année, savoir un petit peu, donc ton avion déjà, tu es venu avec un extra, quel modèle, voilà, savoir un petit peu sur quelle belle machine que tu pilotes. Alors déjà, donc là je suis avec un Extra 330 SC, donc c'est un monoplace vraiment de haute compétition, on a un moteur Lycoming de 315 chevaux, 6 cylindres, et on peut faire jusqu'à 420 degrés par seconde, donc en gros on fait un tour et demi par seconde en rotation, donc ça tourne très très vite, très très fort, on peut prendre jusqu'à plus 10 G, moins 10 G. Donc G positif, G négatif, donc quand on pousse comme ça en inversé. Ouais. C'est une machine qui me donne beaucoup de sensations. Je suis remonté dedans samedi, puisque l'avion sort fraîchement de peinture de chez JG Aviation. Et donc il est tout beau, tout redécoré. C'était un bonheur de revoler dedans, parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas repris dans cet avion. C'est une vraie Formule 1. La comparaison avec la Formule 1 est pas galvaudée. Hein, c'est une machine performante. Une machine que tu règles vraiment à la précision. Et chaque fois que des pilotes de Formule 1 sont montés dans des avions de voltige comme le tien, Mélanie, chaque fois ils ont dit mais on n'a jamais vu ça. 10 G, c'est infernal 10 G. Oui, c'est des forces que les pilotes de course n'ont pas l'habitude de course de voiture, n'ont pas l'habitude d'expérimenter, parce que les pilotes de course de voiture, ils ont des G en latéral. Oui. Et donc, moi, je suis monté dans une M6 de compétition de type Le Mans. Oui, parce que tu aimes bien l'automobile. J'adore les courses de voiture aussi, c'est une vraie passion. La moto aussi, la moto GP, c'est... Tout ce qui va vite, toi. Tout ce qui va vite, exactement. Avec beaucoup de sensations. Exactement, voilà, j'ai toujours adoré ça et ça continue. Donc, voilà, on n'a pas les mêmes... Il faut savoir que nous, on prend des G en force verticale. Ouais, voilà, et qui t'écrase au fond du siège. Écrasé dans le siège. Ou l'inverse, en négatif, on est étiré, on va dire, si on peut le dire comme ça. Et justement, pour supporter ces accélérations, etc., on sait que par rapport aux pilotes de chasse, vous n'avez pas du tout de combinaison anti-G. Donc, est-ce que lors de l'entraînement, vous devez remonter petit à petit en puissance en se disant, bon, bah là, aujourd'hui, je vais aller jusqu'à telle limite, parce que sinon, je sais que je vais pas tenir. Comment est-ce que ça se passe l'entraînement pour être prêt le jour de la compétition à encaisser tous ces efforts C'est exactement ça. Il faut faire très attention, il faut y aller progressivement à la reprise. Donc, en général, c'est des petits vols de 7-8 minutes. Et petit à petit, on prend 5G, 6G, 7G, on fait monter le nombre de G progressivement. Surtout en G négatif, parce que le G négatif, ça peut vraiment faire mal à la tête, on va dire ça comme ça. Donc, on monte progressivement vers, je pousse au championnat jusqu'à moins 9G. D'accord. Donc là, il ne faut pas y aller dès le premier vol. Il faut faire un truc progressif. Et est-ce que tu as un entraînement physique en dehors de l'avion ? Oui, alors l'entraînement physique en général en période hivernale, ça va plus. Alors là je suis passé au vélo, donc je fais beaucoup de vélo soit en extérieur, soit sur une application qui s'appelle Zwift. Oui. Donc voilà, ça me permet de pouvoir en faire tous les jours. C'est vraiment. Alors c'était suite à une formation que j'avais fait chez Red Bull. Il faut faire vraiment de l'aérobie en fait, genre à 70% de sa FC Max pendant 90% du temps, et de temps en temps des intervalles pour pousser un peu et faire marcher le cœur pour la voltige. D'accord. Justement, tu parlais de Red Bull, ça nous intéresse un petit peu. Donc à un moment, tu as été sponsorisé, tu faisais partie de tout l'écosystème Red Bull. Tu peux nous raconter un petit peu, voilà, ça donnait quoi comme opportunité? Qu'est-ce que tu as pu faire avec eux? Alors Red Bull, bon, ils ont arrêté les courses malheureusement, oui. Mais ça a été quelque chose d'incroyable. En fait, ça a été au-delà du bonheur immense de faire cette course et d'évoluer à 10 mètres du sol à 400 km/h. C'était juste le fait que ça a été pour moi un changement de vie. Parce que finalement, c'est ce qui m'a amené à devenir aujourd'hui entrepreneur et à vivre de la voltige. Voilà, j'ai une carrière de pilote de ligne à la base, mais un jour j'ai dû choisir entre la raison et la passion. Et j'ai choisi la passion, même si c'est vraiment pas facile tous les jours. C'est un bonheur immense de vivre ça. Et grâce à la Red Bull Air Race, c'était le tremplin en fait, pour démarrer ça. Tu rappelles, sur la Red Bull Air Race, c'était donc des courses d'avion entre des pylônes. Un aller-retour. 1 minute 30. Voilà, 1 minute 30. Tu disais donc à 10-15 mètres du sol, à 400 km/h. Mais c'est vrai que quand on est pilote d'aéroclub et qu'on vous voyait voler au ras de l'eau, par exemple, passer dans. Je dirais, on vous enviait. Mais moi, j'aurais été incapable d'encaisser les G que vous encaissez. Parce que quand vous arriviez en bout, là, qu'il fallait revenir, là, c'était costaud, là. Oui, bah c'est pareil, c'est un entraînement
assez intensif, on va dire, pour en arriver là. Moi, j'avais jamais volé comme ça en basse hauteur, donc j'ai fait des stages avec eux pour... en fait, en gros, c'est venu progressivement, un peu comme léger, de plus en plus bas, et jusqu'au moment où on vole dans les pylônes, 1, 2, 3 pylônes, et puis ensuite on enchaîne, et ça se fait naturellement, comme le pilotage au début. La particularité aussi de Red Bull, c'était un spectacle incroyable, c'était une vraie compétition, parce que vous vous battiez, mais il n'y avait aucune impasse sur la sécurité, et au contraire, c'est ce que tu viens de dire, il y avait cet entraînement très progressif qui amenait le pilote au niveau, mais il prenait le temps d'amener le pilote au niveau, ça c'était remarquable. Et alors la dernière chose, c'est concernant Red Bull, c'est que tu as été la seule femme à voler en Red Bull. Oui, j'étais donc la première femme à évoluer dans la Red Bull Race, c'est la seule finalement, malheureusement je dirais, parce qu'on aurait bien aimé voir d'autres femmes arriver dans cette compétition, mais la compétition s'est arrêtée, le contexte actuel rend les choses encore plus difficiles, il y avait des projets en cours mais qui n'ont pas vu le jour, malheureusement, bon, à ce jour il n'y a plus de course. J'espère que quelqu'un en fera, en tout cas j'en ai pas à ma connaissance de projet, mais j'espère qu'elle est en cours et qu'au moins je puisse continuer de voir cette belle compétition. Et quand tu étais en Red Bull, comme tous les autres pilotes de Red Bull, tu avais ta propre écurie. C'est toi qui avais monté ton écurie avec ton mécano, ton attaché de presse, tout ça. Et c'est là que tu disais que tu as appris à devenir une entrepreneuse. C'est ça. Alors j'avais pas vraiment mon équipe comme François Levoque ou Nicolas Ivanov, mais j'étais dans la Challenger Cup, mais par contre j'avais créé une équipe autour de moi pour justement développer la partie média et trouver des sponsors. Et c'est vrai qu'il y avait une telle visibilité sur les courses Red Bull que ça m'a permis aussi de l'utiliser pour aller trouver des partenariats et voilà, encore continuer aujourd'hui de faire de mon métier, de ma passion mon métier. Et donc justement, là, de monter cette équipe et d'aller chercher des sponsors, parce qu'on sait que la voltige, voilà, c'est une activité qui est assez onéreuse et il faut beaucoup s'entraîner, comme tu le disais, pour arriver au niveau lors des compétitions. Donc actuellement, tu as monté ton entreprise et ça te permet, et voilà, c'est quoi un petit peu tes activités? Donc tu fais des championnats, les championnats du monde, voilà, savoir un petit peu ce que tu fais comme compétition, le programme à venir dans l'année et comment tout cela s'organise. Oui, exactement. Alors en compétition de voltige, donc j'ai atteint le niveau Limited en 2019, c'était mon dernier championnat en Limited. D'accord. C'est vrai que depuis il y a eu le Covid et j'ai pas pratiqué, donc j'ai décidé l'année dernière de voler au championnat du monde en Advance. C'est le niveau d'en dessous. Donc j'étais au championnat du monde à Las Vegas. C'était aussi une expérience extraordinaire. Ah oui. Si la Mélanie gamine avait imaginé un jour faire un championnat du monde de voltige à Las Vegas, je trouvais que c'était une émotion incroyable d'être là-bas. Donc j'ai fini 5e au niveau mondial. En Advance. Belle performance pour une reprise quand même. C'est ça, voilà. Je pense que les personnes ne se rendent pas forcément compte, mais comme tu disais, l'entraînement c'est assez énorme. En plus, le niveau actuel et puis, en Advance, en plus. Et la concurrence est rude quand même. Voilà. Et d'ailleurs, je félicite Tommy Douillard qui a fait une belle performance et qui a gagné le championnat. Et c'est tout mérité pour lui parce que c'est vraiment une belle personne. Alors moi, mon objectif, c'est aussi de promouvoir la voltige et de la développer. Parce que malheureusement, en ce moment, c'est un peu sur le déclin. Donc voilà, je me fais vraiment ambassadrice de ce sport et j'essaye de créer une équipe anglaise parce que les Anglais ne sont pas présents sur les championnats. Donc je suis en train de... Voilà, c'est très difficile, mais je suis en train d'essayer de les motiver pour venir participer. Parce que finalement, s'il n'y a plus de participants dans un championnat, le sport disparaît. Donc mon but, c'est d'amener 4-5 Anglais au championnat cette année en Roumanie, en Advance, au championnat d'Europe. Parce que du coup, la différence de la France, on sait que c'est la Fédération Française Aéronautique qui emmène en quelque sorte les pilotes. Bon, ils ont des frais de leur côté, bien sûr, pour s'entraîner, mais il y a quand même la fédération qui emmène des pilotes français. En Angleterre, c'est vraiment chacun, si tu veux participer, c'est entièrement de ton côté, il n'y a pas de soutien d'une fédération, c'est ça? Exactement, comme tu le dis, on doit tout payer en fait, tout financer, même les frais d'inscription, les convoyages pour aller à la compétition. Donc c'est vraiment un effort financier énorme et aussi la plupart des gens dans l'équipe anglaise que j'essaie de constituer, ce sont des chefs d'entreprise ou des managers parce qu'il faut un certain nombre de moyens pour faire ça et donc ils n'ont pas forcément une disponibilité qui permet de faire des stages. Donc on va essayer d'être là, après avoir le niveau d'être au niveau des Français, ça va être compliqué, mais en tout cas on va essayer d'être là et on est là pour le sport et c'est ça qui est important, la passion, le sport. Et c'est stimulant de devoir créer tout un écosystème, voilà, c'est vraiment de repartir pour populariser cette pratique, c'est génial. Il y a
K.O. Croco là, qui demande qu'on rappelle sur quel avion tu es en compétition. Donc il ne devait pas être là au début. Donc on va le redire. Donc c'est un... Oui, un Extra 330 SC, donc avion de conception allemande et magnifique avion. Je crois que c'est un avion qui gagne à peu près toutes les compétitions en ce moment. Aujourd'hui, oui, c'est l'avion qui est chaque fois sur les podiums. Et puis... Un avion champion du monde avec mon ami Florent Andon en unlimited et champion du monde avec mon ami Tommy Douillard en voilà. Et il n'y a pas d'alternative. Alors, le MXS, le MXS, bien vu. On a le Sukhoi encore qui est très compétitif. Voilà, après. Mais ils n'arrivent pas au niveau pour l'instant du. Extra, ils sont très forts. On a pu voir justement le MXS annoncer des hauts niveaux de G, mais jusqu'à des chiffres assez inimaginables. Ton avis, tu penses que c'est pour des pilotes en compétition, ça va vraiment être faisable ou à terme, ou ça va vraiment être compliqué de pouvoir. Est-ce que l'avion va devenir le pilote va devenir une limite, on ne pourra pas aller au maximum des capacités de l'avion tellement ça va devenir trop brutal. Oui, après, en voltige, finalement, la vitesse ne sert pas à grand-chose. Donc, au final, après, le box, il fait 1000 mètres sur 1000 mètres sur 1000 mètres. Donc, le box, c'est le périmètre dans lequel on évolue en voltige. Donc, vu qu'il fait 1000 mètres sur 1000 mètres, à un moment donné, on ne peut pas avoir un avion à turbine ou un Mirage 2000. Bien sûr. On est quand même un peu au maxi de ce qu'on peut faire. Je pensais plus, ils annonçaient par exemple 15G, possibilité de tenir 15G sur l'avion, genre de choses, ça va devenir. Après, c'est le pilote qui va. Voilà, ça va devenir vraiment brutal. Parce que, par exemple, on revient en Red Bull, vous étiez limité à 10G, je crois, et certains arrivaient à monter à 12. Et donc à ce moment-là, il y avait des pénalités, mais 12, c'était déjà au-delà du raisonnable. 10, il n'y a que des pilotes super entraînés qui peuvent le supporter de telles accélérations. Donc 15G... Là, ça devient... Après, ça commence à être un accident, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Chaque qu'on voit dans les accidents, après, c'est violent. On est entraîné pour les accidents, on va dire. Et là, on parle un peu du côté physique, mais du coup aussi dans ton équipe, est-ce qu'il y a par exemple de la préparation mentale? On sait que la voltige, il y a beaucoup besoin, vous découvrez, vous ne pouvez pas vous entraîner sur l'enchaînement de figures avant de faire la compétition, vous devez beaucoup visualiser, on voit souvent des vidéos assez intéressantes quand vous préparez le vol, vous le répétez au sol, vraiment sur le goudron, le tarmac avant d'aller voler. Est-ce que tu t'es mentalement, comment est-ce que tu te prépares avant les compétitions? La préparation mentale, le mental, c'est un gros sujet pour la voltige parce qu'à un certain niveau, tout le monde a les capacités techniques. Donc après, ce qui va faire la différence, c'est vraiment sur un championnat, c'est la capacité à délivrer son vrai niveau. C'est-à-dire le niveau qu'on a à l'entraînement. Parce que finalement, quand on est, par exemple, quelqu'un qui va à un entretien d'embauche, il va être un peu stressé, il va sortir déçu parce qu'il va se dire « j'ai pas donné mon vrai niveau, quoi. Pour ce poste, je suis un peu stressé de ne pas l'avoir ». C'est pareil en championnat. Si on n'est pas complètement relax quand on va voler, on ne va pas donner notre meilleure performance. Voilà. Donc en fait, cette préparation mentale, ça fait des années que je la travaille et ça permet vraiment de... C'est plein d'outils, quoi. C'est une vingtaine d'outils que j'utilise selon la situation. D'accord. Et j'ai ce savoir-faire qui m'a permis, au championnat du monde à Las Vegas, avec très peu d'entraînement, de quand même être à l'aise dans ces conditions qui n'étaient pas faciles parce qu'il faisait très chaud, on était au milieu des montagnes, on était à 8000 pieds d'altitude densité. En fait, l'air portait très très mal, donc il fallait vraiment aller voler avec un mental d'acier. Et ensuite, c'est comme la patrouille de France, quand on les voit visualiser, on utilise notre simulateur mental pour imaginer les figures avant de les exécuter et dans l'avion être à l'aise, parce que ça va vite, ça va fort, ça va haut, ça va... Donc il y a à la fois préparation mentale pour arriver à bien se conditionner au sol, mais aussi en vol, arriver à avoir les bons réflexes et des mécanismes un peu qui viennent presque des automatismes pour se dire ok, là il faut que je bien réagir. C'est... À propos des 15G, Franck May dit l'intérêt de préparer un avion pour 15G, à mon avis, c'est d'éviter les over-G qui bloquent un avion quand un pilote dépasse le facteur prévu. Effectivement, après il y a l'histoire de jusqu'où l'avion peut aller si jamais on dépasse, mais effectivement si jamais l'avion, on fait des choses de plus en plus solides, les pilotes vont peut-être être tentés d'aller tester les limites, juste voir ce qu'ils pourraient faire avec ça et après peut-être toucher un petit peu les limites physiquement. C'est pour ça qu'en Red Bull ils avaient limité à 10G. C'était juste parce que la limite de l'avion était à 12 et c'était justement pour pas aller chercher cette limite. Bon, ça empêche que certaines fois, certains l'aient dépassé. Mais une fois que les 12G étaient dépassés, l'avion était démonté, donc les mécaniciens faisaient la tête. Donc il fallait qu'ils démontent la nuit l'avion pour refaire la check, pour être sûr que l'avion puisse repartir et être safe. Moi j'ai vu quelques compétitions de Red Bull et c'est vrai que quand l'avion dépassait, le pilote dépassait les 10G, d'un seul coup on entendait un grand coup de klaxon, tout ça, donc ça, on savait que... C'est vrai que visuellement c'était bien présenté, c'était télévisuel, les Red Bull Race c'était quand même très, très impressionnant.
D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose, comment est-ce que... Donc tu dis maintenant tu as ton entreprise avec des partenaires qui t'aident du coup à voler après en compétition et faire connaître la voltige. Comment, comme c'est pas, c'est pas diffusé sur une chaîne, c'est assez compliqué de suivre la voltige. Quand on est français, on suit la voltige, bon on a Siva News pour avoir les résultats, mais sinon visuellement c'est pas toujours très filmé. Comment est-ce que ça peut se vendre en fait de la voltige en disant est-ce que tu fais du coup tes propres vidéos, tu produis du contenu, comment ça se passe? Alors moi je suis accompagné de Ted que j'appelle mon wingman, que les gens ont pu suivre sur les réseaux lors de nos championnats du monde à Las Vegas. Donc en gros, on crée nos propres réseaux pour pouvoir communiquer et on a les réseaux sociaux. Et donc on essaye de promouvoir un maximum le sport. C'est vrai que pour les gens qui se lancent dans la voltige et qui voudraient trouver des sponsors, les sponsors sont très regardants des réseaux sociaux. Et au final, quand on regarde le potentiel des réseaux sociaux, c'est assez énorme. Malheureusement, il n'y a pas assez de gens sur les compétitions même. Donc il faut vraiment qu'on travaille cette partie réseaux sociaux, ce qu'on fait ici aussi à Friedrichshafen pour vraiment promouvoir au maximum nos activités. Et d'où l'importance aussi d'avoir un avion avec une belle livrée aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc la livrée de l'avion, j'ai presque envie de dire, des fois moi je suis une personne introvertie, donc j'aime bien me mettre un peu en arrière, même si je sais que mon travail veut que je fasse des réseaux sociaux. Mais là je suis contente parce que c'est l'avion la star. Voilà. Et les gens sont en train de le regarder, je regarde un peu au loin, et je vois les gens en admiration et je fais... C'est bien. Mélanie, ta saison, une saison de pilote de compétition, ça se déroule comment? Quels sont les différents... Tu commences quand ton entraînement et quelles sont les échéances? Une saison ne se ressemble pas. Une saison à une autre, c'est pas pareil. Donc là, je viens d'avoir mon avion, donc l'idéal... Donc là, on est presque... mi-avril, donc c'est assez tard. C'est tard. Donc l'idée, c'est pour ça aussi que je vais évoluer en advance cette année, parce que j'aurai très peu d'opportunités de... Donc Advance, c'est la... Voilà, c'est juste avant, c'est l'antichambre de l'Unlimited. Ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir quand même participer au championnat, même avec un entraînement léger, et pouvoir aller chercher un podium, voire une victoire au championnat. Voilà. Parce qu'il faut dire que le niveau en Unlimited a atteint des sommets inégalés. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est trop dur pour moi, j'aurais pas de chance en Unlimited. Même d'être dans un top 20, ça serait compliqué. Ah oui, à ce point-là. Oui, parce que pour l'instant, je cherche encore des partenaires parce que j'ai encore pas assez pour m'entraîner pour pouvoir atteindre le niveau Unlimited, qui demande un engagement quand même conséquent. C'est combien d'heures d'entraînement par saison? Alors l'idéal est ce que tu fais? Alors l'idéal pour être performant en Unlimited, c'est un minimum de 30 heures et l'optimal, ce serait une cinquantaine d'heures. En 2021, quand j'ai performé à 80% de moyenne au championnat de France, j'avais fait quand même 35 heures d'entraînement de voltige. Donc c'est vraiment là où j'ai atteint mon plus haut niveau. Aujourd'hui, l'année dernière, j'ai dû faire 5 heures d'entraînement. Ah oui, oui. Avant les championnats Advanced. Ah d'accord, ok. Donc, voilà, très très peu d'entraînement et dans des conditions un peu compliquées. C'était à Phoenix, en Arizona. C'était pas sur mon avion. C'était un aéroport où il y avait... je mettais 45 minutes avant d'arriver à la zone d'entraînement, avec 45 degrés de température. Donc, bon. Et un avion qui fait 360 chevaux ou plus, 45 minutes, c'est des minutes qui coûtent cher. Ouais. Exactement. Donc là, j'avais fait un partenariat avec un Américain à qui j'avais prêté mon avion au championnat du monde en 2022. Et en fait, il m'avait prêté le sien aux États-Unis. Donc de plus en plus, je vais utiliser ce type de partenariat qui sont vraiment de... Là, je vais laisser mon avion à un Américain et ensuite, j'utiliserai le sien pour des événements, des shows aériens aux États-Unis. Ça évite les transits, c'est des réductions de coûts, c'est aussi pour l'environnement, c'est mieux, parce que finalement, on ne fait pas transporter des avions. Donc voilà. Oui, parce que ces avions-là, pour aller sur une compétition à l'autre bout du monde, il faut le démonter, le mettre dans un container et puis le faire voyager par bateau ou par avion en fonction de ses moyens. Et puis après, il faut le remonter. Donc c'est aussi des mois d'immobilisation de l'avion pendant lequel tu ne peux pas voler. Donc. Exactement, des mois d'immobilisation, des frais assez conséquents. Et aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc cette année, on pourra avoir ton avion avec toi au championnat Advanced et avec un pilote américain au championnat Unlimited, c'est ça? D'accord. Voilà. Donc parce que tous les championnats se passent en Europe cette année. Oui, c'est ça. Ils vont avoir lieu où du coup? Alors le championnat du monde Unlimited, ça sera en Pologne. D'accord. Et les championnats d'Europe Advanced en Roumanie.
D'accord, Voilà. on va te suivre. De toute façon, nous, sur Aérobuzz, on suit bien la voltige, on donne les résultats, tout ça. Donc on vous donne rendez-vous aussi sur Aérobuzz. N'oubliez pas, il n'y a pas que les images qui bougent, il y a aussi des mots écrits sur le net. Tu es aussi instructrice de pilotage aussi. Tu formes des pilotes, toi? De carrière, je suis instructrice. Alors, je fais plus d'instruction depuis quelques années. D'accord. J'ai renouvelé mon diplôme d'instructeur récemment. D'accord. Donc, voilà. Je le renouvelle quand même, on ne sait jamais vers quoi l'horizon m'amènera pour la suite. Voilà. Et donc, tu ne regrettes pas tes choix d'avoir renoncé à piloter un Airbus à plat, comme vous dites, vous, les pilotes de voltige? Vol à plat. J'ai une certaine philosophie qui dit qu'on ne peut pas choisir... on ne sait pas ce que le destin nous réserve. Et souvent, je dis... ce que je fais aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je passe des moments compliqués, je vous le dis. Mais par contre, voilà, je suis là, on passe des bons moments ensemble et c'est génial. Et je suis aussi, j'ai l'impression de vivre ma passion et d'être investi de cette mission de promouvoir l'aviation pour les jeunes, pour les femmes, pour vraiment donner une belle image de l'aviation qui malheureusement est décriée aujourd'hui. Voilà, ça me fait mal au cœur et j'ai envie de montrer les choses positives qu'on apporte. Et donc, pour moi, c'est super important. Et aussi, je me dis, on ne sait jamais, peut-être que je serais resté à travailler chez Air France. Je ne sais pas, j'aurais peut-être eu un accident en allant travailler un jour. Donc, oui. Je sais pas. On ne sait jamais, le destin est tel qu'il est. Bien sûr. Et je le prends comme ça. Il y avait par exemple là, ces derniers temps un stage organisé par la FFA où ils ont vraiment mis l'accent pour avoir un maximum de pilotes féminines, du coup en particulier en Advanced. Est-ce que ces initiatives, t'en penses quoi? Enfin voilà, tu trouves qu'il y a vraiment plus de pilotes ou est-ce que c'est encore vraiment difficile quand on est une pilote féminine d'avoir de trouver les financements? Comment ça se passe? On sait que c'est vraiment compliqué et malheureusement c'est encore très masculin comme sport alors que vous êtes vous volez les mêmes programmes, vous êtes au même niveau, au même niveau. Voilà, peut-être un petit mot là-dessus. Ça. Oui, bien sûr, c'est une bonne question. En fait, c'est difficile à dire parce que finalement, dans le cockpit, on pourrait penser qu'il n'y a pas de différence. Je dirais que la différence entre un homme et une femme pilote, ça ne va pas se jouer vraiment dans le cockpit et dans la performance sportive. Ça va plus être dans la vie d'une femme. C'est-à-dire qu'une femme, à un moment donné, si elle veut des enfants, va devoir se mettre en retrait. C'est ce qui est arrivé à certaines pilotes. Après, elles reviennent. Mais par exemple, quand on est vraiment investi dans une carrière sportive ou artistique, c'est compliqué parce que finalement, on va devoir se retirer de l'avant-scène. Après, il y a des sujets un peu tabous que les femmes vivent, dont les gens n'aiment pas qu'on parle, mais tous les mois, on a aussi des problèmes qui font que moi, quand c'est en compétition, ça me crée vraiment... C'est vraiment un handicap en compétition? Oui, là j'ai eu de la chance, par exemple, au championnat du monde, j'étais pas dans une mauvaise période du mois, mais c'est vraiment une problématique. Ouais. Alors après, je sais que les gens n'aiment pas trop qu'on en parle, oui, mais j'ai l'impression quand même qu'on en parle de plus en plus dans tous les sports. Oui. Et c'est normal parce que c'est quand même un handicap pour les compétitrices. Une sprinteuse, elle n'a pas tous ses moyens le jour où elle est menstruée. Donc, en plus, ça dépend des personnes. Donc peut-être certaines personnes n'ont vraiment pas de problématiques et certaines ont des problématiques graves. Donc après, on en parle même dans le monde professionnel maintenant. Bien sûr, mais exactement. Il y a une loi qui est en train de se mettre en place. C'est ça. Donc ça, c'est bien au moins. C'est très bien. Et puis en plus, il y a de plus en plus, on voit dans l'équipe de France de Multi Advance, il y a de plus en plus. C'est super. Ça, il faut le prendre en compte. Il n'y a pas encore la parité, mais voilà, faut faire rêver. Et justement, de promouvoir l'aviation comme tu le fais, ça permet de faire rêver d'autres personnes qui après se lancent. Alors, j'ai une question là de Franck May. Les extras sont tous pareils. Est-ce qu'il y a des différences de comportement d'un avion à l'autre? Oui, énormément. Énormément, et même si c'est des avions certifiés, on fait nos petits réglages avec des scotch et des joints de fenêtre. D'accord. Donc, chacun met ses petits scotch où il aime bien les avoir et ses petits joints de fenêtre. Alors il y a des pilotes qui vont aimer avoir des ailerons qui sont plutôt lourds, d'autres qui vont aimer des ailerons plutôt légers. Et ensuite on va aller chercher plus ou moins de ce qu'on appelle du neutre. Donc le neutre, c'est quand on envoie les ailerons et qu'on les arrête, la facilité à l'arrêt des ailerons. Bien sûr, tout le monde préfère du neutre, mais après, plus on a de neutre, plus l'avion va être lourd et donc il faut trouver le compromis qui va nous plaire le plus. Mais du coup, concrètement, quand tu es arrivé aux États-Unis avec un autre avion, est-ce que tu as pris les mêmes réglages que tu fais sur ton avion quand tu es habituellement ici et tu les as fait là-bas, ou est-ce que du coup tu as pris l'avion et tu t'es habitué? Est-ce que tu avais le temps de faire ces réglages ou est-ce que c'était pas possible? J'ai pris l'avion et... D'accord. En fait, je l'ai pris
Et je me suis dit, il faut que je m'adapte à cet avion parce que je n'avais pas le temps de faire des réglages. En fait. Ah oui, donc là, mentalement, il faut être vraiment... Il était lourd. Moi, j'aime pas les avions lourds. Il était lourd, mais il était facile à piloter. D'accord. Donc ça, c'était... voilà, je l'ai pris tel qu'il était. Alors, on le voit en compétition quand plusieurs pilotes sont sur le même avion, soit qui sont dans un club, dans un aéroclub par exemple pour les Français, ou qui soient dans l'équipe de voltige de l'armée de l'air. D'un pilote à l'autre, vous avez tout un tas de calages sur le siège, tout ça, le dossier. Donc il faut le temps de préparer l'avion pour le pilote chaque fois. Oui, c'est ça. Après, moi j'ai une installation qui est propre à l'Extra 330. Ouais, toi, c'est... Donc quand je monte dans un avion, voilà, moi j'ai des petits réglages dans le mien qui sont perso. Ouais. Mais après, je me suis adapté aussi sur un autre avion. Mais c'est vrai que je suis assez sensible à ça, au réglage. Okay. Merci Mélanie. Merci à tous. Et puis on croise les doigts pour demain. La bise de Friedrich Schaffen. Voilà. Salut à tous.